Donc, l'objet de la journée est aujourd'hui, non seulement, vous l'avez compris, de présenter la théorie, ces textes et comment ça fonctionne, mais également de vous présenter de manière très pratique comment les acteurs du marché reçoivent cette législation importante. Nous avons donc aujourd'hui Zalando, donc Karine en a parlé tout à l'heure, la Commission européenne, et là aussi l'ambassadrice Karine nous les a bien expliqué comment fonctionne la commission, parce que quand on a vu arriver la liste des 17, des 17 acteurs, on s'est dit, enfin, la commission, c'est quand même assez étonnant. Ils prennent des noms, ils lancent... il lance un certain nombre de choses. Pourquoi, comment? Et nous avons aujourd'hui la chance d'avoir Claudia Martinuzzi, qui est la personne chez Zalando, donc l'un des acteurs qui a été désigné et qui conteste la qualification. Zalando s'est défendu de cette intervention donc de la commission. Et pourquoi surtout? Parce que finalement, on a eu une présentation très positive de ta part du texte. Alors, j'aurais tendance à dire, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas au contraire heureux d'être désigné de cette manière comme un des élus de la mise en œuvre de ce texte? Donc Claudia, je vous laisse la parole tout de suite. Donc Claudia est une véritable européenne, c'est-à-dire que oui. elle est d'origine italienne, elle a vécu en Angleterre, étudié en Allemagne, vécu en France, donc probablement elle parle toutes ces langues. Et elle a occupé pendant une dizaine d'années un poste important donc chez Vuitton dans tout ce qui est propriété intellectuelle et gestion de ces questions, et depuis quelque temps donc chez Zalando pour s'occuper de cette question dont elle va nous parler, qui nous passionne, sur la rencontre entre la pratique et la théorie du droit. Bonjour, merci beaucoup. Je suis vraiment très heureuse d'être là. Quand on m'a demandé si je pouvais venir expliquer à cette communauté juridique le recours aux Zalando, j'ai immédiatement accepté. Parce que même si je ne suis pas du tout objectif, je trouve ça très intéressant de voir comment un texte européen si important, si majeur, qui pourtant a été négocié dans un temps record, parce que 15 mois, c'est très peu de temps pour un si grand texte, ça peut malheureusement être inadapté à certaines réalités business et porter rapidement à ce qu'il soit contesté en justice. Donc, pour ma part, je suis chez Zalando depuis 2 ans maintenant en tant que responsable affaires publiques. Zalando, c'est vraiment une très belle success story de la tech. Pour les étudiants, peut-être expliquer ce que c'est un responsable affaires publiques. C'est pas sûr que tout le monde... Oui, alors c'est... grossièrement dit, c'est du lobbying. Mais bon, ça porte pas une très bonne réputation de se définir de lobbyiste. En fait, c'est la représentation d'intérêts, c'est-à-dire représenter l'entreprise auprès du pouvoir public, des décideurs publics, et expliquer parfois, ça nous arrive, pourquoi une loi ou un texte pourrait être mieux adapté si on le changeait d'une telle façon. Merci. Donc voilà, Zalando, c'est une très belle success story de la tech européenne. C'est une entreprise allemande avec des très beaux locaux à Berlin, que vous voyez là, c'est très instagrammable. Et en tant qu'ancienne juriste propriété intellectuelle, notamment dans la lutte anti-contrefaçon sur Internet, j'ai toujours été passionnée par les débats qu'il y avait juridiques et politiques autour du DSA, en tant que potentielle révision de la directive e-commerce de 2000. Mais je peux vous dire que lorsque j'ai rejoint Zalando, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on soit au cœur de l'action, qu'on soit si rapidement nommé très grande plateforme et concerné directement par ce texte. Mais voilà, le 25 avril, l'exécutif européen a publié les très attendus 17 premières très grandes plateformes et 2 grands moteurs de recherche. Déjà, à la lecture de cette liste, vous reconnaissez tous les logos, on voit que la plupart ne sont pas... la plupart ne sont pas européens. En fait, il n'y a que Zalando. Le reste, c'est que des entreprises européennes, américaines ou chinoises. Et comme vous savez donc, le 27 juin dernier, Zalando a décidé de déposer un recours devant la CJUE pour contester cette qualification de très grande plateforme. D'ailleurs, c'était le seul moyen de contester cette décision, c'était d'aller devant la CJUE, et ce, dans un délai de 2 mois à compter de la désignation. Donc, nous sommes encore au tout début de l'affaire. On ne sait pas encore s'il y aura une audience. S'il y en aura une, ce sera probablement au printemps. Mais en tout cas, je suis très heureuse de pouvoir vous expliquer les dessous de l'histoire, la surprise qu'on a eue quand on a été désigné et les fondements juridiques de ce qui nous a amené à contester cette désignation.
Avant de commencer, peut-être un mot sur ce qu'on entend par très grande plateforme et grand moteur de recherche au sens du DSA. Cette notion est définie à l'article 33. Pardon, non, oui, 33. Et lorsqu'une plateforme remplit les conditions décrites, cette plateforme a de nombreuses exigences supplémentaires par rapport aux plateformes en ligne classiques. Cela inclut une plus grande transparence en matière de publicité ou de système de recommandation, la publication d'un plan annuel de réduction de risque que ces plateformes posent à la société, y compris sur la désinformation, sur la protection des mineurs. Et tout ça sous la supervision directe de la Commission européenne, à laquelle les grandes plateformes doivent aussi une redevance de surveillance. En plus, avec un calendrier anticipé, parce que du coup, les très grandes plateformes avaient 4 mois pour implémenter les obligations, donc jusqu'au 25 août 2003, alors que toutes les autres plateformes ont 15 mois, donc ont jusqu'en février 2024 pour se mettre en conformité. Et les très grandes plateformes qui ne respecteraient pas leurs obligations risquent une amende allant jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial, voire un blocage dans l'UE en tout dernier recours. Juste pour prendre un peu de recul sur ce point, il faut rappeler que cette catégorie de très grandes plateformes n'existait pas en droit européen avant. C'est vraiment une création, une nouveauté apportée par le DSA. Et ça suit la logique de la Commission plutôt politique, qui consistait à dire qu'il faut créer des obligations additionnelles pour un certain type de plateforme. Et du coup, ça se voit dès le titre de la section 5, obligations supplémentaires de gestion de risques systémiques. Ce nouveau vocabulaire qui qualifie ces plateformes-là de porteuses d'un risque systémique vous donne déjà une indication du type d'acteur que le législateur européen voulait cibler. Alors oui, en lisant ce texte, tout le monde s'imaginait immédiatement penser aux grandes plateformes de réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, aux moteurs de recherche, Google, et aux plateformes de partage de vidéos, comme YouTube. Ou en général aux très grandes plateformes qui partagent du contenu généré par des utilisateurs, qui créent ensuite des débats dans la société européenne et qui exposent des internautes, en effet, à des contenus illicites ou préjudiciables. On ne pensait pas forcément à une société comme Zalando. Mais le diable se cache dans les détails du texte. Pourquoi je suis revenue en arrière? Voilà. Donc, la catégorie... Non, c'est pas ça. Voilà. La catégorie des très grandes plateformes repose sur un seuil. Vous êtes une très grande plateforme si vous avez un nombre mensuel de destinataires actifs du service égal ou supérieur à 45 millions. Donc, ce chiffre de 45 millions, c'est l'équivalent de 10% de la population de l'Union européenne. C'est une nouvelle façon de voir les choses et objectivement, ça représente une très grande portée par mois. Et en plus, il y a cette notion de destinataire actif du service. Là aussi, c'est un concept totalement nouveau. Et si vous vous demandez comment il est défini, vous ne trouverez pas nécessairement les réponses dans le texte, juste des orientations. Donc, la principale disposition du texte où nous trouvons des éléments de réponse, c'est dans les considérants. En l'occurrence, le très long considérant 77, que j'ai copié exprès, pas pour que vous le lisiez, mais juste pour que vous voyez la longueur du texte. Et qu'est-ce qu'il indique? C'est qu'il faut compter les destinataires qui sont exposés à des informations diffusées sur la plateforme, par exemple en les regardant ou en les écoutant. Donc ça reste très imprécis. Et puis, rappelons-le, on parle d'un considérant, pas du corps du texte. Je pense que vous êtes tous mieux placés que moi pour le dire, mais voilà, plusieurs avocats se sont exprimés sur le fait que le considérant 77 est techniquement et juridiquement très très difficile, car il regorge de termes techniques qui sont très ouverts à interprétation, et résultat, il est très difficile de conclure qui doit être compté ou non, et aussi comment. L'article 24.2 nous fournit quelques orientations additionnelles sur la forme. On savait que plus tard, le 17 février, toutes les plateformes, grandes et petites, devaient dévoiler quelque part sur leur site, c'était pas précisé où, c'était les CGV ou un site additionnel, ils devaient dévoiler leur moyenne de destinataires actifs. Donc, et sur le fond, on savait seulement que ce nombre devait limiter les destinataires, enfin le nombre de destinataires à ceux qui sont dans l'UE, exclure les visites des bots et de scrapers,
et ne compter que les visites uniques. C'est-à-dire que si quelqu'un visite Zalando.fr aussi l'app, il faut le compter qu'une fois et non deux. À part cela, il y avait vraiment aucune clarté. Et surtout que dans l'industrie de la tech, on n'utilise pas cette notion. On utilise plutôt la notion de utilisateur actif ou bien de client. Dans l'e-commerce, on mesure certes les ventes, mais on mesure aussi le niveau d'engagement. Combien d'articles sont dans le panier? Est-ce que le client y revient après un premier achat? Dans les réseaux sociaux, c'est plutôt combien d'heures passe un utilisateur sur son compte. Mais cette notion de destinataire actif du service, c'est un élément clé pour lequel il n'y avait aucune clarté dans le DSA. Donc, ce qui s'est passé dans le secteur de la tech en février dernier était vraiment intéressant et un peu cacophonique. Et il y a eu différents types de publications. Là, je vous ai mis un tableau de suivi qui a été créé par un professeur de la London School of Economics qu'il a mis à disposition sur Internet. Là, je vous ai pris que la liste des 19 très grandes plateformes. Mais si vous consultez la page, la liste est beaucoup plus longue. Vous avez les publications de presque toutes les plateformes. Et comme vous voyez, certaines plateformes ont publié un chiffre précis dans la colonne tout à droite, et d'autres, comme la première ou deuxième, ont simplement dit qu'ils étaient au-dessus du seuil. D'autres entreprises comme eBay, par exemple, et je les cite parce qu'ils étaient les premiers à publier quelque chose, ils ont simplement dit qu'ils étaient bien en dessous du seuil, sans aucune précision chiffrée. Donc on les croit sur parole. Et même aujourd'hui, on ne sait toujours pas exactement comment certaines entreprises sont parvenues à un calcul qui les a exclus de cette catégorie de très grandes plateformes. Et face à cette absence de définition claire donnée par la Commission, chaque entreprise a interprété les orientations du texte en fonction de ses propres besoins ou exigences, préférences. C'était chacun pour soi et pas forcément tous avec des bonnes intentions. Quant au fond de la méthodologie elle-même, nous, chez Zalando, on a compté nos visiteurs sur la base d'identifiants cookies. C'est une approche assez large qui peut inclure des doublons. Et par exemple, on a aussi compté les visites qui peuvent venir des pays comme le Portugal, où on ne vend pas au Portugal. Par contre, quelqu'un au Portugal peut se connecter au site Zalando, on les a comptés quand même. Donc, c'était une approche très large. Mais on sait, en échangeant avec d'autres et en voyant les chiffres, que d'autres plateformes n'ont pas pris la même approche que nous, une approche si large. D'autres ont pris vraiment les utilisateurs connectés. Donc, c'est forcément une approche beaucoup plus restreinte des utilisateurs. Donc, vu cette absence de méthodologie claire, Zalando a estimé que la Commission avait conduit à une inégalité de traitement pour la désignation de ces très grandes plateformes. L'inégalité de traitement, c'est l'un des 3 fondements principaux de notre cours. Et c'est vraiment un point utile, intéressant pour tout l'écosystème parce que toutes les plateformes doivent appliquer méthodologie et déclarer leurs chiffres. Donc, je pense que ce point fera de la jurisprudence intéressante, surtout pour les plus petites plateformes qui peuvent aujourd'hui se trouver vraiment à la limite du seuil. Et ici, Zalando, on ne demande pas un traitement préférentiel à la Commission, mais plutôt des conditions de concurrence équitables. Pour les 2 autres principaux fondements de notre cours, je vous propose qu'on regarde un peu plus en détail le modèle commercial de Zalando. Donc, Zalando est une plateforme européenne leader de mode et lifestyle, c'est-à-dire qu'on y trouve des vêtements, chaussures, accessoires et articles de beauté. Aujourd'hui, il y a plus de 7000 marques que vous pouvez trouver sur Zalando. Et récemment, nous sommes présents sur 25 marchés en Europe, donc on n'est pas encore aux États-Unis ou dans d'autres régions. Et récemment, nous avons franchi une étape importante en atteignant plus de 50 millions de clients actifs. Donc là, je parle bien de clients, donc ceux qui ont acheté, et sur un an. Donc ça, c'est des données de 2022, c'est pas par mois, comme le veut le DSA. Et ce qui distingue Zalando aussi d'autres marketplaces qui peuvent venir à l'esprit, c'est le fait que nous sommes une plateforme hybride et majoritairement détaillant. Petit sondage, donc, levez la main si vous avez déjà acheté sur Zalando. Ah, ça fait plaisir. Et parmi ceux qui ont déjà acheté, qui avait déjà remarqué que parfois les articles sont vendus et expédiés par Zalando et parfois ils sont vendus et expédiés par des tiers? Tu vois, c'est intéressant de voir le fait que c'est pas très connu, qu'en fait,
nous sommes majoritairement détaillants. C'est le triangle que vous voyez à gauche. En fait, pour plus de 60% de notre volume d'affaires, on a un rôle de distributeur. On achète la marchandise auprès des fournisseurs, on la stocke et on la vend directement aux clients. C'est ça, détaillant? Oui. D'accord. Pour l'autre 40%, donc le cercle et le carré, notre modèle est plus similaire à un modèle marketplace où les marques partenaires ou les magasins physiques peuvent se connecter à la plateforme directement et vendent directement leurs marchandises par l'intermédiaire de notre site. Mais comme vous le savez, le DSA ne s'applique pas aux services de détail, de distribution, et par conséquent, la partie retail, la partie 60% de triangle, n'aurait pas dû être pris en compte dans la désignation de la commission. Mais les choses se sont pas passées ainsi. Venu le moment de déclarer nos destinataires actifs du service, Zalando a joué la carte de la transparence et nous avons publié, en l'occurrence dans nos CGV, 2 chiffres. Environ 31 millions de destinataires actifs pour la partie marketplace, correspondant à peu près 36% de notre volume d'affaires en 2022. Et on a aussi, peut-être qu'on n'aurait pas dû, publier ce total de 83 millions. Donc, à titre d'information, sur le total de nos destinataires actifs, commerce de détail inclus. Pour la partie qui tombe sous le scope du DSA, c'est-à-dire les 31 millions, nous sommes donc nettement en dessous du seuil des 45. Mais la commission a déterminé que nous remplissions les critères pour être une très grande plateforme. Le fait que, du coup, cette décision ne tienne pas en compte notre modèle commercial hybride, c'est le deuxième grand fondement de notre cours. Et comme le premier, il n'est pas spécifique à Zalando parce qu'il y a de plus en plus de plateformes, notamment en France, qui se développent selon ce modèle hybride, qui peuvent être un peu avoir une dimension réseau social, une dimension de distribution, une dimension plateforme. Et donc, ces plateformes hybrides pourraient plus rapidement tomber dans la catégorie de très grandes plateformes si on prend le total de leur activité et non seulement la partie qui tombe vraiment sur le scope. Aujourd'hui, toutes les marketplaces qui ont un modèle hybride n'ont qu'un seul site Internet. Ça fait que sur la page d'accueil, mais également dans les résultats de recherche, peuvent apparaître des produits issus à la fois de notre activité traditionnelle de distribution, mais également de notre activité de marketplace. C'est le cas de chez Zalando, où l'expérience du client est très homogène tout le long du site. Ce n'est qu'une fois que vous arrivez tout à la fin du processus, que vous choisissez une taille, une couleur, que vous allez découvrir si l'article d'une grande marque tierce, Levi's, Adidas, est vendu, expédié par Zalando ou vendu, expédié par un tiers. Par exemple, si le stock ce jour-là n'est disponible que chez ce tiers. Mais jusqu'à cette décision, on ne voit qu'un seul produit, qu'une seule image. Et puisque il s'agit d'un parcours client que nous ne pouvons pas déterminer dès le début, nous avons appliqué donc la proportion de notre volume d'affaires issu de l'activité de marketplace, les 36%, au calcul du total de nos destinataires actifs du service, compté sur la base de cookies, pour déclarer ce qui devait tomber sur le scope du DSA, c'est-à-dire les 31 millions. Donc aujourd'hui, nous espérons que la Cour apportera plus de clarté sur la méthodologie qu'il faut appliquer de façon harmonisée à toutes les marketplaces hybrides. Le troisième fondement principal de notre cours, et peut-être le plus intéressant, concerne spécifiquement notre business model de Zalando. En fait, nous plaidons que le DSA en fait, ne nous est pas applicable puisque le service fourni par Zalando n'est pas celui d'un service intermédiaire, ni d'un service d'hébergement, ni d'une plateforme au sens du règlement. En fait, au-delà du fait que nous sommes majoritairement détaillants, l'ensemble de l'environnement de Zalando est hautement contrôlé. On a des directives en matière de contenu si rigoureuses qu'in fine, nos clients ne voient que des contenus produits ou préalablement filtrés par Zalando. En effet, là, vous voyez nos très beaux studios qu'on a à Berlin. C'est vraiment l'usine. Il y a des porte-manteaux partout, des mannequins, des photographes pour la post-production. Parce qu'en fait, tout
la plupart des marchandises qui est vendue sur Zalando est prise en photo, mise en scène dans nos locaux. Donc, la plupart des images que vous voyez en fine sur le site, sur les fiches produits, sont réellement prises par Zalando. C'est en fait du contenu que nous avons créé. Bien sûr, pour les produits qui passeraient pas par nos studios pour être photographiés, nous examinons aussi leur conformité et la description des photos. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que les consommateurs ne voient qu'un seul site, qu'un seul Zalando. Nous affichons notre propre contenu, que les produits soient in fine vendus par nous ou par un tiers. Mais peut-être avant de vous parler même avant de parler de fiches produits, il faut parler de notre environnement. Nous avons un processus de sélection à l'entrée très strict pour les marques qui peuvent vendre sur notre site. Zalando est une plateforme donc exclusive pour les vendeurs professionnels également, seulement. Les process de vérification d'un nouveau vendeur sont exhaustifs. Ça peut prendre plus qu'à 10 jours pour qu'une nouvelle marque accède et puisse commencer à vendre sur la plateforme. Souvent, les marques s'en plaignent en disant vous avez besoin de quoi, le RIB de ma grand-mère pour pouvoir vendre sur Zalando? Eh bien, peut-être si, parce que c'est ça qui permet d'avoir un environnement contrôlé. Et si on compare à d'autres marketplaces où un vendeur même, un particulier peut se connecter, créer un compte en quelques clics ou quelques heures et commencer à vendre, c'est complètement différent. Et résultat, nous ne proposons qu'une sélection très pointue de produits et ne travaillons qu'avec les marques réputées. Nous n'avons pas aujourd'hui un problème de contrefaçon. Ça fait pas partie du recours, mais je l'ai découvert par la suite. C'est que chez Zalando, on n'a jamais réalisé une vente d'articles contrefaisants. On a pu avoir des notifications pour des produits qui portaient atteinte à un droit d'auteur ou à un modèle, mais on n'a jamais réalisé. Du coup, on a retiré ces produits. On n'a jamais vendu un produit de contrefaçon. Donc, c'est quand même pour vous montrer à quel point la plateforme est safe pour les consommateurs européens. Et voilà, nous n'avons pas de risque de contenu illégal ou préjudiciable. Ça aussi, c'est un autre élément de notre cours. Mais rappelons-nous que selon l'article 33, le simple fait d'avoir plus de 45 millions de destinataires actifs du service par mois, si vous les avez, on présume que vous présentez un risque systémique pour la société européenne. Il n'y a pas d'analyse qualitative, c'est simplement mathématique. Donc voilà, là encore, on constate que Zalando n'a vraiment pas de place dans cette liste de 19. Nous sommes très différents d'un réseau social, d'un moteur de recherche ou même d'une marketplace classique. Quand on réfléchissait à comment compter les visites, on se disait, est-ce qu'on va compter quelqu'un qui reste sur notre fiche produit 3 secondes ou est-ce qu'on va compter celui qui reste plus de 10 secondes? Et quand on pense 10 secondes d'exposition à un potentiel contenu illicite sur Zalando, c'est pas du tout la même chose que 10 secondes d'exposition à une vidéo qui incite à la haine sur TikTok. Donc voilà, c'est difficile de mettre tous dans le même panier. Et Zalando est très fier du succès qu'on a eu. On espère continuer à grandir, mais aujourd'hui, nous ne posons aucun risque systémique. Donc voilà pour les 3 principaux fondements du recours. Et souvent à ce stade, justement, on nous demande OK, mais pourquoi vous contestez ces désignations? N'aurait-il pas été plus simple et moins coûteux de juste accepter, éventuellement briller par rapport à tous les autres plateformes sur la liste, plutôt que d'enclencher un contentieux qui durera probablement plusieurs années, et en plus sous le feu des projecteurs, parce que ça a été plutôt médiatisé quand nous avons déposé le recours. Cette affaire prendra 18-24 mois, et Zalando ne gagne pas de temps, parce qu'il n'y a pas de conditions suspensives. Donc, pendant ce temps, nous sommes tenus de respecter nos obligations en tant que très grande plateforme sous le DSA, ce que nous faisons. Il y a quelques semaines, on a publié notre premier rapport de transparence. Donc voilà, pourquoi aller jusqu'à là? Premièrement, c'est qu'on le fait parce que cette désignation représente un désavantage concurrentiel. Je vous avais parlé initialement des nombreuses obligations additionnelles. Celles-ci ont un coût. Il y a une évaluation des risques à réaliser, un audit externe à réaliser chaque année, la redevance pour la commission, entre autres. Tout ça, ça peut être acceptable lorsqu'on est désigné pour les bonnes raisons, mais si c'est prématuré ou ne correspond pas au business model, ça constitue un vrai désavantage
par rapport à ses concurrents. Deuxièmement, ce qu'on craint, c'est que cette catégorie de très grandes plateformes, qui est très spécifique au DSA, soit exportée à d'autres législations européennes sans aucun rapport avec les contenus illicites. C'est déjà le cas avec la législation sur les portefeuilles d'identité numérique européens, qui vient d'être adoptée. Dans ce texte, il y a un niveau d'exigence supplémentaire, enfin majeur, pour les très grandes plateformes, au sens du DSA. Et on a failli même voir la même chose avec le règlement pour l'IA. Ce n'est pas dans la version qui est discutée aujourd'hui, mais il y a quelques mois, le Parlement européen proposait que tous les systèmes de recommandation des très grandes plateformes soient considérés comme de l'IA à haut risque. Ah, oui. Donc, ça aurait signifié que les recommandations qu'on fait pour vous dire il faut acheter une chaussure en pointure 39 plutôt que 40 auraient été considérées comme de l'IA à haut risque. Donc, ça pourrait être, limiter notre capacité à innover grâce à l'IA. Et en tout cas, on voit cette émergence de ce concept de très grande plateforme presque comme une catégorie économique qui va être soumise à plus de régulations un peu partout. C'est pourquoi il nous faut absolument une clarification juridique de la CJUE sur les règles du jeu et sur comment les appliquer. On veut qu'il y ait des conditions de concurrence équitables et qu'il y ait une meilleure distinction entre les services d'intermédiaires et ceux d'un détaillant, d'un distributeur qui ne devrait pas tomber sous le scope. Et d'ailleurs, c'est pour ça que notre recours a été très bien accueilli par les acteurs européens de la tech, justement pour les éclaircissements que cette affaire va apporter à tout le secteur. Malheureusement, on se souviendra peut-être que le premier affront au DSA est venu d'une entreprise européenne. C'est dommage, c'est pas notre intention de créer une polémique comme ça, mais c'était quand même nécessaire pour nous de chercher des précisions. Et nous espérons qu'à l'avenir, la Commission appliquera une approche juste, égale et transparente pour tout le secteur. Merci beaucoup. Great power comes with great responsibilities. C'est le théorème de Spielerman. Merci beaucoup. Je crois que ça met vraiment les choses en perspective. Je veux pas rebondir parce que je veux qu'on tienne le temps, les délais. On verra si tout le monde est sage. On aura le temps pour des questions en fin de matinée. Si tout le monde respecte son temps, on va faire une courte pause comme c'était prévu au programme et pour nous permettre de changer d'interlocuteur. Mais encore une fois, je voudrais pas que ce soit réducteur. Merci énormément de cette présentation. Merci de vous être déplacé à Marseille et de venir jusqu'à nous, d'avoir accepté la tribune qu'on vous offre, parce que, je fais que me répéter, mais je pense qu'il faut cet aller-retour entre l'analyse des textes et le ressentiment pratique. Et je pense que ça, je parle pour vous, là, dans la salle, je pense que ça a aiguisé notre curiosité, on comprend ce qui se passe avec les explications qui viennent de nous être données, et on va pouvoir, et c'est ce que j'espère de votre part, se passionner pour la suite et savoir à quoi va aboutir ce recours, et ça donne une dimension pratique, réelle dans la vie quotidienne, parce que vous avez montré tout à l'heure que vous étiez presque tous clients de Zalando. Alors je vais pas faire comme dans ce qui était dans il y avait des spectacles à un moment, mais si vous êtes trop jeune pour avoir connu ça, où on faisait voter le public à la fin pour savoir si vous êtes pour ou contre le recours de Zalando. Je ne vais pas vous infliger ça, mais faire juger le public, c'est la démocratie, mais direct comme en Suisse. Mais au minimum, voilà, merci beaucoup, parce que au moins ça devient concret pour nous. Je parle pour moi, mais je pense trahir la pensée de tout le monde. On va pouvoir suivre cette affaire en ayant compris les enjeux, en ayant compris ce qui était, en compris ce que vous faites. Merci de nous avoir présenté cet envers du décor sans lequel, justement, il n'est pas possible de comprendre votre démarche. Merci, pause, et à tout à l'heure dans 5-10 minutes.